Que vous avez dit, à aucun moment, le président Patrice Talon n'a perdu son pouvoir. J'ai annoncé les militaires ont annoncé l'avoir destitué. J'ai pas dit qu'il a perdu. Qu'il a retrouvé. Qu'il a retrouvé. C'est-à-dire, le président Patrice Talon n'a jamais perdu le pouvoir. C'est des gens, des individus armés qui ont pris d'assaut la télévision béninoise après avoir été repoussés. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Il y a le Bénin avec cette tentative de coup d'État déjouée. Nous allons évoquer le sujet avec ces zones d'ombre et surtout, qu'en est-il du lieu de localisation de l'auteur de cette tentative de coup d'État, le colonel Tigri, qu'on donne se réfugier dans un pays voisin du Bénin. On parlera aussi en deuxième partie de la conférence sur le panafricanisme, les leçons de cette conférence que le Togo accueille depuis plusieurs jours déjà. Je reçois deux invités pour ce sujet. Zana Sadio Hichou, un analyste politique, est avec moi. Bonsoir Zana. Bonsoir tout le monde et bonsoir Monsieur Samuel. Très heureux de partager ce plateau. Merci à vous d'être là. Face à vous, Dieudonné Seonou. C'est la première fois que je le reçois sur le plateau. Journaliste, bonsoir Dieudonné. Bonsoir Diaby, bonsoir à tous. Un plaisir pour moi d'être là. Et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. On prend la direction du Bénin. C'était le dimanche passé. Les populations se réveillaient au tir des armes. Le Bénin était victime d'une tentative de coup d'État conduit par le colonel Tigri. Ce nom est inconnu de beaucoup de personnes, pas son visage. Il a tenté de renverser le président béninois Patrice Talon. Les mutins ont pris le contrôle de la télévision nationale pour quelques heures, annoncé avoir destitué le chef de l'État. D'autres mesures également ont été annoncées. Puis, rapidement, une opération s'est mise en place. L'armée nigériane, la CEDEAO, l'appui logistique de la France. Finalement, Patrice Talon a retrouvé son pouvoir. Dans la soirée du dimanche, il s'est exprimé sur les événements. On parle de plusieurs morts à Cotonou. Mais jusque-là, beaucoup de zones d'ombre persistent dans cette affaire de tentative de coup d'État. Zana Sadio Hichou, première question. Est-ce qu'il s'agit ici d'une vraie tentative de coup d'État ou d'un de ces montages à la hollywoodienne? Non, moi je pense qu'on ne peut pas s'amuser à banaliser un événement si gravissime. D'autant plus que je vois mal d'autres pays se mêler si c'était un scénario à la hollywoodienne. Je vois mal par exemple l'armée nigériane utiliser un avion militaire, un avion de chasse peut-être, pour mener des frappes dans un camp militaire et qu'on puisse si facilement prétendre que ce soit un scénario hollywoodien. Vous savez, moi, dès les premières heures de la déclaration sur les antennes de la SRTB des mutins, j'ai eu à contacter directement comment on appelle, des gens au sein de la présidence du Bénin. Ils m'ont confirmé les choses. Je crois qu'on relayait ça en même temps sur les canaux officiels. Donc réellement, c'était un coup d'État. Et vu l'ampleur de ce qui s'est passé, et on a vu ces personnes, ces mutins faire des déclarations à la télé. Nous savons que des gens ont succombé au cours de cette tentative. Donc bien évidemment, lorsque vous essayez de mettre en liaison tous ces éléments-là, par exemple, la France ne va pas s'amuser à déployer ces appareils de surveillance et de renseignement dans le cadre, n'est-ce pas, d'une pagaille. Non, ce serait vraiment très malhonnête de notre part de le dire ainsi, puisque les éléments qui sont présentés font état de la gravité de ce qui s'est passé. Et j'aimerais aussi apporter, je ne sais pas si c'est un bémol ou bien une nuance à ce que vous avez dit. À aucun moment, le président Patrice Talon n'a perdu son pouvoir. J'ai annoncé les militaires ont annoncé l'avoir destitué. J'ai pas dit qu'il a perdu son pouvoir. Qu'il a retrouvé. C'est-à-dire, le président Patrice Talon n'a jamais perdu le pouvoir. C'est des gens, des individus armés qui ont pris d'assaut la télévision béninoise après avoir été repoussés par la garde républicaine qui était chargée de la protection du chef d'État béninois. Donc, quand ils ont été repoussés, que d'autres éléments se sont repliés pour aller, n'est-ce pas, prendre d'assaut la télévision nationale et faire cette déclaration. Malheureusement pour eux, les événements se sont passés et déroulés tels que vous l'avez dit. On les a mis en déroute et aujourd'hui, leur patron est en fuite. Alors ici, quand on voit un peu l'armada des forces déployées, on parle de l'armée nigériane qui a déployé des chasseurs, on parle du renseignement français et toutes ces choses-là, on peut se dire quand même que parce que le ministre de l'Intérieur béninois a parlé d'un groupuscule, on a le droit de douter de ces termes-là, parce qu'au vu de ce qui a été déployé pour contrer la menace.
Non, mais écoutez, quand le ministre béninois parlait de groupuscule, c'est vrai, c'est une partie de l'armée, et cette partie de l'armée, n'oubliez pas, est... permettez la redondance, est lourdement armée. N'oubliez pas que l'armée béninoise ces derniers temps se performe et se modernise à cause des crises sécuritaires qui secouent le nord du pays. Et donc le gouvernement béninois a mis véritablement ce qu'on peut appeler de l'artillerie lourde à la gestion de l'armée béninoise. Alors un groupe se servant de cette artillerie ou alors de cet armement peut vraiment semer du chaos. Et cela a failli être véritablement un chaos, même si jusqu'à ce jour on ne communique pas encore de façon substantielle sur les pertes en vies humaines. Eh bien, n'oubliez pas, il y a eu véritablement de pertes. Et donc, ce groupuscule, cette partie de l'armée, a fait des dégâts énormes qu'on puisse remarquer sur le terrain. N'empêche que le ministre de l'Intérieur parle de groupuscule parce qu'ils ne sont... Si on les voyait peut-être à l'écran, ils étaient 8, ce que moi j'ai compté, ils étaient 8. Mais dans le camp également, il y a eu certains qui se sont laissés aller à cette aventure sans pour autant maîtriser le contour de ce que la représailles pourra représenter. Et malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire long feu devant cette représaille qui a mobilisé pratiquement 3 à 4 pays. Le renseignement français, la Sierra Leone même a fait une intervention, et aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors, vous comprenez que la force par laquelle ce groupuscule a frappé a plutôt nécessité ces convergences d'actions pour pouvoir rétablir un temps soit peu. Ce qui commençait depuis 4 heures pratiquement, finissait aux environs, pour avoir plus de précision, d'environ de 11 heures au-delà. On était beaucoup plus sûr qu'avec la sortie du président Patrice Talon, pour calmer les esprits, parce que jusque-là, personne ne croyait véritablement à la non-réussite du coup. Car les militants se sont beaucoup plus attaqués à la résidence du président Patrice Talon, et par après, on a pris les écrans pour annoncer son éviction, pour annoncer la destitution, et puis la fermeture des frontières, sans pour autant prendre la présidence, proprement parlant. Alors, parler de groupuscule, tout dépend de ce que le ministre met dedans, mais nous pourrons aussi accepter cette terminologie de groupuscule, mais aussi l'armement utilisé par ce groupuscule a nécessité à ce que toutes ces énergies-là soient convergées pour pouvoir rétablir le pouvoir de Patrice Talon. Alors, Zana Dieudonné parle d'une armée béninoise qui se modernise. Moi, j'ai envie de demander une armée qui se modernise, mais qui a besoin d'appui extérieur pour contrer une menace portée par un prétendu groupuscule de l'armée. Non, Samuel, je pense qu'il faut contextualiser les choses. Je vais vous citer un certain nombre d'exemples dans la sous-région. Qui est celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Mali? C'était la personne qui avait en main, comment on appelle, l'armement, l'artillerie lourde pour combattre les djihadistes. Au Mali, c'est ça. Je parle du général Assimi Goïta. Qui est au pouvoir en Guinée aujourd'hui? C'est un général qui avait en main les moyens nécessaires pour faire face à dire les moyens de dernière génération. Au Burkina Faso, qui est au pouvoir. Donc vous verrez que dans les pays, dans ces pays où il y a eu des coups d'État, c'était des gens qui étaient au sein d'unités, dans lesquels on a mis les moyens, suffisamment de moyens pour faire face à des menaces aux groupes armés terroristes. Et vous verrez que par la suite, les pays alentours, mais quand ils ont constaté qu'en réalité, mais c'est ce qui se passe, on achète des moyens de l'État qu'on met à leur disposition. Ce qu'ils viennent faire, c'est de défier l'autorité, soit disant qu'ils sont incapables d'apporter une réponse, ils sont des vendus. Mais donc c'est ce qui fait aujourd'hui, ou bien c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, certains États ont choisi d'utiliser ce qu'on appelle les sociétés de... comment on appelle ce que nous appelons les Wagner, voilà, les sociétés militaires privées, voilà, les CMP. Voilà, donc c'est ça qui... Donc vous comprendrez que la base dont ils avaient le contrôle, c'est la base où il y avait les blindés. Et comment... Et c'est ça même qui faisait la complexité. Il a été dit qu'ils ont été encerclés de toute façon. Moi, je viens de voir mes échanges que j'ai eu avec les responsables de la présidence. Déjà à 8h29, la situation était sous contrôle. Mais ces messieurs avaient toujours en main les blindés. Les blindés, comment neutraliser ces blindés? Alors, s'il y avait un affrontement, ça allait occasionner des dommages collatéraux. Ce camp était situé dans un quartier habité. Ouais. Donc, le président béninois, il a donné l'ordre, mais de faire tout pour éviter un bain de sang. Et cette version-là, ils ont suffisamment communiqué là-dessus. Le porte-parole du gouvernement béninois, Louis Philéon Bédier, il a là-dessus. Beaucoup de gens Oui, mais en même temps, ça n'a... Et donc, il a nécessité des moyens aériens pour éviter des dommages collatéraux. Pour clouer ces blindés-là, c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que là, pour éviter quand on parle de
Parce que moi, je suis dans la communication gouvernementale. Quand on a vu le ministre de l'Intérieur, et même quand on a écouté Léandre Mbedji, ils ont présenté cela comme une action d'un groupuscule. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de généralisé. Et j'ai envie de savoir, l'armée béninoise, dont on clame la montée en puissance, les autres troupes qui seraient loyalistes n'ont pas pu se mobiliser pour contrer la menace de leurs congénères. Je vais vous expliquer. Quand on parle de groupuscule, il a si bien dit, M. Sion l'a si bien dit, groupuscule par rapport à l'effectif global. Puisque, par rapport, oui, parce que les effectifs des armées béninoises, c'est des milliers. Par rapport à le ministre européen Mbedji, plutôt le porte-parole, il n'est pas ministre, il a parlé de 200 de personnes. C'est comme ça, c'est 200 de personnes, et pas plus de 200, en tout cas pas plus de 300. Il a estimé à quelques 200 personnes, et c'est vrai que eux tous, ils n'étaient pas dans le secret de ce qui allait se passer. Peut-être une dizaine, une vingtaine savaient, mais les autres ont été embarqués dans l'aventure. Et il n'était pas question uniquement du domicile du chef de l'État qui a été attaqué. Et les domiciles, au moins de 2 généraux ont été. Il y a un général qui a été kidnappé d'ailleurs. Et donc vous voyez que... Il a perdu sa femme. Exactement. Donc vous voyez que ils ont essayé comment on appelle, de bloquer un certain nombre de personnes pour que des ordres ne soient pas donnés. C'est pour la riposte. Donc 200, c'est un groupuscule par rapport à l'effectif global. D'accord. Maintenant, on peut aussi se poser une question. Le renseignement béninois. Parce que là, je ne suis pas sûr que c'est ce dimanche que ces gars se sont réveillés pour mettre en œuvre cette opération-là. Il y a un échec total du renseignement béninois. Non, mais écoutez, partout où il y a eu les coups d'État, il y a aussi un service de renseignement. S'il y a un coup d'État dans un pays, ben, rassurez-vous, il y a toujours un service de renseignement. Qui a échoué. Bon, si vous le dites. Ou bien qui est complice. Il n'y a que 2 cas. Échec ou alors complicité. De toutes les façons, ce qui est évident. Parce que dans un contexte de lutte contre le terrorisme, où les renseignements aussi sont montés en puissance, avec des moyens de surveillance beaucoup plus accrus, comment est-ce que, on est avec des officiers supérieurs, on parle d'un colonel de l'armée, comment est-ce que le renseignement n'a pas vu venir cela? Ce n'est pas pour rien qu'on parle de coup d'État. Au plus long, on parle de coup de force. Alors, ce qui est fait par la force a des stratagèmes d'atteinte comment dirais-je, d'objectifs. De toutes les façons, qu'on ait des services de renseignement, n'oubliez pas qui sont ces services de renseignement-là. C'est aussi au sein de l'armée. Et aussi ceux-là qui boudent aujourd'hui au sein de l'armée, sachent comment communiquer et ou surfer sur les résultats de ces services de renseignement pour atteindre l'objectif qui est de renverser un pouvoir aujourd'hui qu'on juge incompétent, malheureusement. Alors, je ne dirais pas d'un coup que le service a échoué. Tout homme est faillible, de toutes les façons. Et raison de plus d'ailleurs que ce coup d'État a échoué. Ça veut dire que si les services de renseignement peuvent échouer, ou alors porter, ou alors montrer une certaine fragilité, cela ne pourra pas non plus empêcher à ce qu'on puisse riposter. Je voudrais ajouter quelque chose tout à l'heure. Parlant des interventions de ces différents pays, je voudrais rassurer que la garde républicaine, d'après les analyses que nous avons effectuées jusqu'ici, a tenu. Ce n'était que des appuis en réalité. Je ne pense pas que l'armée nigériane était venue prendre la place de la garde républicaine. C'était des appuis. Et ils ont mené beaucoup plus des frappes. Il y a un déploiement de l'armée, d'une partie de l'armée nigériane, nous sommes là. Il y a un déploiement. Bon, de toutes les façons, c'est pour faire du ratissage. N'oubliez pas que la plupart des putschistes sont dans la nature. On a réussi à capturer certains, d'autres non, dont le cerveau de l'opération qui est toujours dans la nature dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que les services de renseignement peuvent faire leur travail, mais peuvent aussi être soit fragiles, complices, ou alors peuvent échouer. De toutes les façons, c'est des humains. Aucune sécurité n'est totale ni parfaite. Et ça aussi, zéro n'existe pas d'ailleurs. Voilà, de toutes les façons. Ça aussi, c'est un message phare à tous les présidents, ou alors à tous les hommes de pouvoir, quels que soient ceux dont vous vous entourez aujourd'hui. Tout peut se passer. Seul Dieu, pour nous qui croyons en Dieu, qui assure la sécurité totale. Donc je ne peux pas en vouloir au service de renseignement béninois. Mais je peux en vouloir à des gens qui veulent déstabiliser un pays tout simplement. Car nul n'est parfait dans l'exercice de ses fonctions. De toutes les façons, c'est un cas d'école également. Il appartient au Bénin aujourd'hui de revoir son service de renseignement, soit l'équiper davantage, soit le renforcer, ou alors nettoyer les maillons faibles ou trop des résidus, pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une fluidité de communication au sein de ces services-là, pour pouvoir passer très rapidement le message. Mais là encore, je me dis, le service aurait travaillé. Sinon, on ne pourrait pas alerter aussi rapidement. Vous voyez dans quelle portion de temps tout s'est passé? Ce n'était pas évident. Que l'armée nigérienne vienne... Ça, c'est le président de la République, il a pris son téléphone, il a appelé son homologue Bola Tinubu, il a appelé Alassane Ouattara, il a appelé Julius Madabio. Voilà, je l'ai dit à ce plateau que quelque part, il y a les rapports bilatéraux qui ont joué dans cette histoire. Et le président Patrick
Patrice Talon, heureusement qu'il a été épargné, je crois pendant tout ce temps, effectuer des touches sur son téléphone et le protocole administratif pour le déploiement de tous ces armées-là. Je ne pense pas que cela a été respecté à la lettre, mais on parle de la gestion d'une crise, d'une urgence. Et c'est ce qui a été effectué. Donc, dans tous les cas, les pays ont besoin toujours d'avoir de bonnes relations pour pouvoir défendre en cas d'attaque comme cela. Ça a été une attaque, et moi j'estimais ça plutôt à l'attaque, plutôt à l'intégrité du territoire béninois, loin d'un coup d'État en réalité. Nous allons